Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, nous recevons ce matin Monsieur Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Monsieur Bellivier, nous vous entendons à titre principal dans le cadre d'une mission d'information que notre commission a lancée sur l'état de la santé mentale et de la psychiatrie depuis la crise du Covid-19. En effet, depuis cette crise qui a pu être facteur d'angoisse ou d'isolement pour de nombreux Français, la santé mentale de la population et notamment de certaines catégories s'est dégradée. Les professionnels semblent difficilement faire face à cette situation. Nos rapporteurs de la mission, Jean Sol, Daniel Chassaing et Céline Brulin, ont lancé leurs travaux qui devraient permettre à notre commission de disposer d'une meilleure appréhension de ce phénomène et nous attendons avec impatience leurs préconisations. Votre regard nous sera particulièrement utile dans la réflexion qu'ils sont en train de mener. Et de plus, je rappelle que le gouvernement a confirmé la volonté de l'ancien Premier ministre Michel Barnier de faire de la santé mentale une grande cause nationale en 2025. Votre feuille de route est donc riche, monsieur le délégué, et nous serons curieux d'entendre justement la traduction de cet engagement du gouvernement dans les missions qui vous ont été confiées. Voilà, donc je vous laisse la parole pour un propos liminaire, et puis ensuite les membres de la commission seront amenés à vous poser, à vous interroger, à question-réponse, et je commencerai bien entendu par donner la parole à nos rapporteurs. Voilà, je vous laisse intervenir. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Dans mes propos liminaires, je vais commencer par rappeler quelques éléments de contexte. Tout d'abord, en effet, la crise sanitaire a mis en lumière les problèmes de santé mentale et cet enjeu de santé publique est aujourd'hui maintenant reconnu comme un enjeu prioritaire, santé mentale qui est indissociable de la santé globale, mais plus largement aujourd'hui, on le voit par de nombreux aspects, un enjeu de société. Le mal-être de nos concitoyens reste supérieur à avant la crise. Les tendances avant la crise étaient déjà plutôt haussières sur les indicateurs d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil. Mais à l'intérieur de cette photographie qui s'est donc dégradée sur les indicateurs de santé mentale en population générale depuis la crise Covid, certains sous-groupes apparaissent dans les études épidémiologiques plus concernés. C'est en particulier le cas des jeunes et je crois que vous avez souhaité qu'on échange plus particulièrement sur les enjeux concernant les jeunes. Le deuxième élément de contexte, c'est la mission qui m'a été confiée en 2019 suite au lancement de la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui a suivi un certain chemin depuis 6 ans, suscitant une mobilisation gouvernementale et financière sans précédent. Cette feuille de route a été enrichie en 2021 par les mesures qui ont été inscrites aux assises de la santé mentale et de la psychiatrie et suscitant, au-delà de la mobilisation politique et financière, un engagement des directions d'administration centrale et des agences régionales de santé. Je rappelle que cette feuille de route est une feuille de route complète qui comprend 3 axes. Un certain nombre d'actions dans le champ de la promotion d'une bonne santé mentale et de la prévention, autrement dit une action sur les déterminants de la santé mentale en population générale, un axe sur l'offre de soins et un axe sur l'inclusion sociale. La mise en œuvre le troisième élément de contexte, c'est finalement les principes directeurs qui président au déploiement de cette feuille de route qui appelle des changements de paradigme importants. En particulier à la représentant des personnes concernées, leurs droits, la promotion du rétablissement, la construction de parcours coordonnés qui articulent la prévention, le soin et l'inclusion sociale, des approches pluridisciplinaires, et des approches collaboratives dans la mise en place de ces parcours, mais également des réformes de fond. Je fais en particulier référence aux réformes
de formation des professionnels de santé, la réforme du mode de financement ou la réforme des autorisations, qui sont des réformes assez techniques, mais qui accompagnent cette conduite du changement. Les résultats de cette feuille de route, évidemment, s'appréciera dans le temps moyen et dans le temps long. Cela ne signifie pas, bien au contraire, qu'il faille différer ou ignorer les urgences, la persistance de sujets de préoccupation majeurs, le principal étant les inégalités d'offres quantitatives et qualitatives et l'inadéquation entre les besoins et l'offre, avec à certains endroits une offre qui est extrêmement fragile. Les délais d'attente dans les centres médico-psychologiques, la saturation des urgences, le découragement des équipes soignantes, ces redoutables difficultés structurelles et conjoncturelles sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir sont également appellent des mesures que l'on pourra apprécier également dans le temps moyen ou dans le temps long. Il existe pourtant des raisons d'espérer, et c'est un des messages que je viens porter devant vous aujourd'hui. Le 3e Tour de France que nous avons réalisé, la délégation, plus particulièrement dédié à l'analyse du déploiement des projets territoriaux de santé mentale, a montré que eh bien, ça bouge dans les territoires. Voilà, il y a une dynamique d'innovation importante qui est loin d'être généralisée, évidemment, mais dans le champ de la prévention, dans le champ de l'offre de soins et dans le champ de l'inclusion sociale, des innovations et des reformulations de l'offre tout à fait innovantes sont aujourd'hui identifiables et dont nous avons fait le recensement dans un récent rapport qui est disponible sur le site du ministère de la Santé. Donc ce rapport sur le 3e Tour de France dédié aux projets territoriaux de santé mentale. Donc les chantiers innovants que l'on identifie dans ce 3e Tour de France, c'est l'effectivité de l'aller vers, de dispositifs mobiles qui se déploient, la construction d'une gradation des soins progressivement lisible, l'élargissement de l'accès aux soins psychologiques portés par les psychologues, le développement de nouveaux métiers, la mise en œuvre du grand défi du numérique en santé mentale, l'intégration des pairs aidants professionnels dans les équipes de soins, les mesures d'anticipation en psychiatrie pour ne citer que les principales. Le dernier point de ce contexte, c'est que notre approche n'est pas seulement d'améliorer l'offre de soins, ou en tout cas améliorer les réponses dans ce contexte de forte inadéquation, en tout cas dans certains endroits, entre les besoins et l'offre, est certes nécessaire, mais pas suffisant. Il nous faut aussi agir de façon très volontariste sur les déterminants de la santé mentale. Violences subies, en particulier les violences sexuelles, en particulier dans l'enfance, les situations de migration, l'appartenance à des minorités, la précarité financière ou la précarité dans le logement sont des déterminants importants de la santé mentale d'une population, l'accès au sport, l'accès au travail, l'accès à la culture. Agir sur ces déterminants de santé mentale nécessite une mobilisation interministérielle, mais également des collectivités locales et des acteurs du monde économique. Donc, progressivement, nous avons, et en particulier dans ce mouvement qui vise à agir sur les déterminants de santé mentale, progressivement, nous avons évolué vers une approche beaucoup plus intersectorielle et interministérielle dans le portage de cette feuille de route. Les vents sont donc favorables. Même si certaines situations restent évidemment très préoccupantes. Il nous faut maintenant, et la grande cause crée un contexte favorable pour cela, amplifier une politique ambitieuse en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie et lui donner un nouvel élan en 2025. L'année de la grande cause ne sera pas la fin de l'histoire, mais au contraire le début d'une programmation pour la suite. C'est une mobilisation collective qu'il impose de viser durant cette année, et en particulier dans cette approche intersectorielle et interministérielle, qui doit être le départ d'un changement de braquet, en inscrivant parallèlement la politique de santé mentale dans une ambition pluriannuelle, clairement affirmée, transversale et interministérielle. Et cette mobilisation fait écho d'ailleurs
à une forte dynamique internationale qui est engagée en faveur de la santé mentale sur ce thème, comme en témoigne la programmation d'un certain nombre d'événements par l'Organisation mondiale de la santé, dans laquelle la France entend exercer un leadership depuis la présidence française de l'UE, qui a inscrit un point sur la santé mentale des jeunes. Voilà, je peux développer certains aspects, on peut aussi passer aux questions, c'est comme vous le souhaitez. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions, et en fonction des orientations, ça vous donnera peut-être l'occasion de préciser, en fonction des interrogations. Voilà, je vais commencer tout de suite par donner la parole par le premier rapporteur, Jean Sol. Monsieur le Président, merci. Mesdames, mes chers collègues, bonjour. Monsieur le délégué ministériel, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. J'ai deux questions. Monsieur le délégué ministériel, tous les acteurs que nous avons entendus dans le cadre de nos travaux, pour le moment, pointent une dégradation constante de la santé mentale d'un public, les filles notamment âgées de 15 à 25 ans, et ce, indépendamment de la crise sanitaire. Comment votre délégation prend-elle en compte cette dégradation spécifique? Avez-vous mesuré une amplification, puisque vous avez été missionné, sauf erreur de ma part, au moment ou un petit peu avant la crise sanitaire? Plus généralement, en matière de santé mentale, nos politiques de prévention et de repérage doivent être ciblées sur les catégories de population les plus à risque, et si oui, comment? Ou bien doivent-elles être générales, considérant que les troubles psychiques nous concernent tous? Ça, c'est l'objet de ma première question. Ma seconde, votre délégation est rattachée au ministère chargé de la santé et de l'accès aux soins. Bon nombre d'acteurs que nous avons auditionnés, et notamment les ARS, pointent une coopération insuffisante avec l'éducation nationale notamment, pour favoriser le repérage et l'accompagnement des jeunes qui souffrent, vous en conviendrez, de troubles de santé mentale. Le renforcement du rôle de la santé scolaire figure-t-elle parmi vos priorités? Je vais peut-être prendre les trois, on va prendre trois premiers sénateurs et après je vous laisserai répondre. Daniel Chassaing. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Effectivement, les auditions que nous avons eues montrent une dégradation de la santé mentale, surtout chez les jeunes, comme ça vient d'être dit. Manque de psychiatres, de pédopsychiatres. Les CMP sont la pierre angulaire de la psychiatrie. Je pense qu'ils doivent le rester. Malheureusement, ils sont souvent débordés. Alors, certaines organisations des soins, comme les équipes mobiles, ont fait leurs preuves pour éviter les hospitalisations, notamment chez les malades psychotiques. Bien sûr, pour cela, eh bien, il faut du personnel. Hein. Et comment pensez-vous résoudre cela? Si vous considérez que, comme nous, et les auditions que nous avons eues, c'est important, cela, bien sûr, en renforçant les CMP, notamment par des IPA psychiatriques. Et deuxième question, si vous voulez, les psychiatres que nous avons entendus et l'HAS indiquent qu'il y a insuffisamment de parcours de soins, de vrais parcours de santé dans le champ de la santé mentale. Sur ce sujet, le DMP, qui doit être effectif, il ne l'est pas. La téléexpertise peut être une des pistes qui ressort de nos auditions. Mais avant, il faut plus de coordination avec le médecin généraliste afin qu'il puisse mieux accompagner les patients atteints de troubles de la santé mentale. Il pourra, si nécessaire, s'il est informé des consultations de CMP, des consultations de psychiatrie, eh bien, il pourrait, à ce moment-là, avoir un avis direct avec le psychiatre référent. Je pense que ce serait vraiment un progrès, en rappelant que le CMP de secteur est la base de l'organisation des soins et pivot de la prise en charge des patients. Et je pense qu'il doit être, à notre sens, renforcé. Merci. Et notre troisième rapporteur, Céline Brulin. Merci, Président. Merci, Monsieur. Dans nos auditions dont mes collègues viennent de parler, il est ressorti que ni les associations d'usagers, ni les sociétés savantes, ni les associations gestionnaires de lignes d'écoute, ni même les ARS ne semblaient être associées à cette grande cause nationale que doit être la santé mentale en 2025.
Et du coup, ces acteurs craignent une espèce d'opération de communication qui peut avoir une utilité parce qu'il y a des enjeux de déstigmatisation qui sont réels, mais ils attendent évidemment beaucoup plus. Donc, est-ce que votre délégation ministérielle travaille là-dessus? Est-ce que des mesures concrètes sont en préparation? Vous l'avez évoqué, il y a une stratégie nationale de prévention et d'accompagnement qui est en préparation, qui doit être présentée, je crois, en juin 2025, qui prend la suite. C'est ce que vous avez évoqué de la feuille de route, des assises et de cette grande cause nationale que je viens d'évoquer. Quel sera l'apport de cette stratégie nationale? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des plans qui se succèdent, mais les différents acteurs témoignent toujours d'une offre de soins particulièrement insuffisante. Et puis finalement, l'empilement, si je peux le dire ainsi, de ces différents plans laisse peut-être entendre qu'ils n'ont pas toujours fonctionné comme ils devraient. Et enfin, je voudrais vous interroger spécifiquement sur le dispositif Mon Soutien Psy, qui fait l'objet de critiques, notamment d'un certain nombre de psychologues, qui, parmi les critiques qu'ils émettent, montrent un risque de rupture de prise en charge des patients une fois qu'ils auront épuisé les différentes consultations auxquelles le dispositif leur donne accès, et que ça ne s'adresse finalement, et on peut le comprendre, à des personnes qui sont victimes ou qui subissent des troubles légers à modérés, alors qu'il y a aussi des choses beaucoup plus lourdes, et vous avez évoqué vous-même l'ampleur des problèmes de santé mentaux et de psychiatrie qu'on connaît actuellement. Merci. Très bien. Je vous laisse répondre à cette première série. Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, de signaler que j'étais accompagné, et ils compléteront certaines de mes réponses, en tout cas vous me ferez signe, mesdames, donc par Madame Sylvaine Gollard, qui est secrétaire générale à la délégation, et par le docteur Stéphanie Lafont-Rapnouille, qui est conseillère à la délégation. Alors, s'agissant de la première question concernant la dégradation de la santé mentale des jeunes, les indicateurs, on a des indicateurs assez fiables qui ont montré que la crise Covid a révélé une vulnérabilité importante de ce sous-groupe, avec des indicateurs d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, d'addiction en population générale. Ça ne continue pas à se dégrader depuis la fin de la crise Covid, mais ça ne s'améliore pas. Ces indicateurs, en particulier chez les jeunes, restent relativement hauts. Et bon, après, on pourrait... Je peux essayer de vous dessiner un petit peu comment on interprète ce phénomène. Mais en tout cas, ce phénomène-là en population générale est à distinguer de ce qu'on a noté en population clinique. Vous y avez fait référence, monsieur le sénateur, à savoir des situations de décompensation dépressive, anxieuse et de troubles des conduites alimentaires chez des très jeunes, qui était un phénomène très rare avant la crise Covid et que l'on a vu augmenter. Et pour lequel on a des explications extrêmement partielles. Comment on y répond? En fait, l'inadéquation de l'offre dans le champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent a préexisté à la crise Covid. C'est un des points d'alerte qu'avait signalé dès sa prise de fonction Madame Buzyn en 2017, et qui a présidé au lancement de cette feuille de route, avec donc un ensemble de mesures destinées à améliorer et les politiques de prévention, et les politiques de soins, et les politiques d'inclusion sociale chez les jeunes. Donc je ne sais pas s'il faut que je rentre dans le détail, mais j'ai une petite note qui détaille l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre ou qui sont en cours de mise en œuvre et qui concernent la santé mentale des enfants et des adolescents. Mais en fait, qu'il s'agisse du dispositif des 1000 premiers jours, qu'il s'agisse de la stratégie multimodale de prévention du suicide, enfin, il y a un certain nombre de politiques publiques qui se sont ouvertes à cette... pour donner accès et apporter des réponses à cette catégorie des enfants et des adolescents. Vous pouvez nous transmettre les notes? Oui, je vais tout de suite. Elle est ici. S'agissant de ce qui vous a été signalé comme une coopération insuffisante entre l'éducation nationale et les ARS,
En fait, c'est un problème beaucoup plus général. Les parcours de soins des enfants et des adolescents sont par nature multisectoriels. Et elles doivent mobiliser des acteurs des municipalités, des acteurs des conseils départementaux. L'éducation nationale est évidemment centrale. Je dois dire que par rapport à cela, ce 3e Tour de France dont je parlais fait état d'un paysage assez contrasté. On a des exemples de coopération très réussis entre les ARS et les rectorats, notamment pour la mise en œuvre de formations aux compétences psychosociales, là où dans d'autres régions, effectivement, cette coopération patine. Mais l'objectif de cette 2e génération de projets territoriaux de santé mentale que nous sommes en train de lancer est premièrement de donner une priorité à la construction de ces parcours enfants-ados en lien avec ces autres acteurs de la santé mentale des enfants et des adolescents, et deuxièmement de mobiliser les acteurs locaux dans une approche multisectorielle. Pardon. Voilà ce que je peux vous répondre. En tout cas, cette approche intersectorielle au niveau local est évidemment affichée comme prioritaire dans le lancement de cette 2e génération de projets territoriaux de santé mentale. Ça concerne l'éducation nationale, ça concerne l'ASE, ça concerne la PJJ, ça concerne tout le secteur médico-social. En tout cas, ça sera ça l'enjeu de cette 2e génération, avec une priorité donc pour la construction de ces parcours enfants-ados. Il y a une 2e question. La question suivante concernait les centres médico-psychologiques et le développement des équipes mobiles, monsieur le sénateur, et le développement des nouveaux métiers. J'en ai fait référence avec les IPA qui, dans la mention santé mentale, rencontrent un grand succès, et donc on continue à soutenir le déploiement et la formation de ces infirmiers en pratique avancée, qui n'est pas très facilité par la démographie paramédicale, parce qu'il faut identifier des infirmiers et des infirmières qui veulent s'engager dans ce parcours de formation dans un contexte où il persiste des pénuries importantes. Les CMP ont été à la fois fortement renforcés, enfin en termes de financement, je veux dire. Au global, d'ailleurs, je voulais signaler qu'entre 2020 et 2024, le financement de la psychiatrie au sens des soins psychiatriques entre 2020 et 2024 a augmenté de 42%. Donc il y a eu un rattrapage année après année dans le financement de l'offre. Ça a concerné en particulier les renforcements des centres médico-psychologiques adultes et infanto-juvéniles à l'occasion du Ségur, et puis ensuite à l'occasion des assises. C'est l'effectivité de ces renforcements qui a peiné à se montrer, enfin à être en tout cas, ces renforts n'ont pas été effectifs immédiatement, et le retour qu'on a eu de ces financements supplémentaires qui ont été alloués aux centres médico-psychologiques a montré que la difficulté était d'identifier des ressources humaines pour faire des recrutements, qu'il s'agisse d'infirmiers ou de psychologues. La 2e partie de votre question concernait la construction des parcours, le recours à la téléexpertise, la coordination, et vous avez mentionné le rôle pivot du médecin généraliste. Et cette première ligne est en train de se structurer dans cette dynamique générale de gradation de l'offre. Et le modèle que l'on porte aujourd'hui, c'est une offre très accessible pour les troubles les plus fréquents et les moins graves. C'est un peu l'esprit du dispositif Mon Soutien Psy, en lien d'ailleurs avec la médecine générale, en lien avec les maisons des adolescents, que l'on souhaite être un dispositif très captif pour le plus grand nombre, et puis articulé fonctionnellement avec le soin conventionnel psychiatrique qui est l'offre de secteur. Elle n'est pas hégémonique, entre guillemets, puisqu'il y a d'autres offreurs de soins dans les territoires, mais la psychiatrie secteur reste le pivot de l'organisation territoriale. Et puis la dernière brique de cette gradation, c'est le recours. Nous avons en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et en psychiatrie adulte des pourcentages importants de situations soit comorbides, soit chimio-résistantes, autrement dit des cas complexes, qui nécessitent de pouvoir avoir accès à un recours pour ces cas les plus complexes et les plus difficiles à stabiliser.
Donc ça, c'est ce modèle de gradation que l'on porte aujourd'hui, qui sera fortement inscrit dans cette deuxième génération de projets territoriaux de santé mentale et dont effectivement cette première ligne, le médecin généraliste, pivot du parcours, est tout à fait central. Si mes réponses sont incomplètes, vous me relancerez. S'agissant, Madame la sénatrice, de votre première question, nous rencontrons souvent les différentes associations d'usagers, d'intervenants. Vous avez signalé, enfin, on est très en lien avec ces collectifs-là. Lesquels collectifs il y a maintenant 1 an et demi, se sont maintenant regroupés dans une communauté de vues pour porter le plaidoyer de la grande cause. Et ça remonte à il y a 1 an et demi. On n'a pas découvert ce projet de grande cause au moment où M. Barnier l'a annoncé. C'était quelque chose qui était travaillé de longue date. Et je me suis personnellement impliqué dans le soutien au regroupement de ces forces au sein de ce collectif Grande Cause. Et leurs propositions qui sont très structurées et qui ont fait l'objet d'un document qui vous est peut-être parvenu, ils ont un programme d'action pour l'année 2025 qui est extrêmement structuré, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et qui sera présenté au comité de labellisation. Et je pense que il est prévu que les actions portées par ce collectif, qui est tout à fait légitime, soient labellisées grande cause pour leur donner toute la visibilité nécessaire. En tout cas, il y a si vous avez l'occasion de parcourir ce programme, c'est d'excellente tenue. Effectivement, il y a une stratégie nationale qui sera annoncée, une annonce est annoncée pour juin, mais j'exprime une forme de désaccord par rapport à l'idée d'un empilement. J'ai survécu à 10 ministres de la Santé depuis que j'ai été nommé, et au contraire... Et au contraire, il me semble que cette feuille de route, notre mobilisation, et pas que la nôtre, les administrations centrales, les ARS, ont permis d'assurer une forme de continuité dans le portage de ces politiques, dans la fabrique et dans le portage, dans l'implémentation de ces politiques, dont j'ai dit qu'elles devaient s'apprécier dans le temps moyen et dans le temps long. J'imagine que pour ces annonces dont je n'ai pas encore aujourd'hui un début d'orientation, en tout cas ça doit nous être transmis puisqu'on va devoir travailler sur les propositions qui seront faites, sur les mesures qui seront annoncées en juin, mais je n'en connais pas encore le début. Mais j'imagine que ce qui se passera au moment de ces annonces sera comme ça s'est passé pour les assises, c'est-à-dire que ça sera des briques d'enrichissement de cette feuille de route. La feuille de route de 2018, elle n'est pas aboutie. La réforme du mode de financement n'est pas aboutie, la réforme des autorisations n'est pas aboutie. Et il est important, et c'est en tout cas ça que je défends auprès de chaque nouveau ministre, c'est l'importance de cette continuité. Cette feuille de route est bonne, elle a déjà porté ses fruits, il y a des éléments tout à fait tangibles de cette conduite du changement et de cette reformulation de l'offre dans de nombreux points du territoire. L'enjeu maintenant, c'est de généraliser ces innovations, d'organiser cette coopération et ce partage d'expérience entre les différents territoires pour qu'ils puissent s'équiper de ces innovations, équipes mobiles, SAS, volet psychiatrique du SAS, etc. Et donc, je pense que ces annonces viendront enrichir encore cette feuille de route. Et ce que nous défendons, je ne pense pas qu'ils vont forcément produire des choses très nouvelles, mais ce que nous défendons, c'est l'accélération et l'amplification des mesures qui sont en cours de déploiement. Mon soutien psy, juste un mot sur... alors... 12 séances, risque de rupture, c'était l'élément de votre question.
Mon soutien psy est un dispositif de première ligne pour des situations de souffrance psychique légère à modérée. En moyenne, donc sur les près de 2 millions de consultations qui ont été consommées et les 500 000 personnes qui en ont bénéficié, en moyenne, ils consomment 4,8 séances. Donc on voit qu'un nombre relativement limité de séances permet de répondre à ces situations pour lesquelles la consultation par le psychologue sont sollicitées. Mais le dispositif Mon Soutien Psy n'a pas vocation à prendre en charge des personnes qui ont un trouble psychique, en particulier envahissant, où là, la prise en charge psychologique, premièrement, fait appel à des techniques tout à fait spécifiques. Un trouble bipolaire, ça renvoie à des techniques de psychothérapie spécifiques. Une pathologie schizophrénique a d'autres modules de psychothérapie spécifiques. Les troubles anxieux également, encore d'autres, etc., etc. Et où là, la prise en charge psychologique peut s'inscrire enfin, ce qui est préconisé peut bien évidemment aller au-delà de 12 séances. Mais c'est pas l'objet du dispositif Mon Soutien Psy. Mon Soutien Psy, c'est un dispositif de première ligne, en lien étroit avec la médecine générale. Il nous faut construire, et nous portons ça, mais enfin, il faut un portage politique pour cela. En tout cas, nous portons déjà depuis quelques années la construction de la brique d'après, qui est la solvabilisation par l'assurance maladie de ces modules de psychothérapie spécifiques pour les personnes porteuses d'une pathologie psychique. Mais ce n'est pas l'objet de Mon Soutien Psy. Cette deuxième brique, cette prochaine étape, va nécessiter de spécifier les besoins du secteur sanitaire et les besoins du secteur médico-social en matière de psychothérapie, qu'ensuite nous soyons en capacité de sélectionner les psychologues qui sont porteurs de ces expertises. Ce n'est pas le cas de tous les psychologues. Donc créer une forme de nomenclature d'actes qui sont requis pour un certain nombre de pathologies psychiques, et probablement, et en lien avec l'enseignement supérieur et la recherche, créer des cursus de formation de psychologues dits en santé. Donc voilà la démarche un peu générale qui est prévue pour satisfaire ce besoin non satisfait crucial, qui est l'accès des personnes porteuses d'une pathologie psychique au module de psychothérapie pris en charge par l'assurance maladie. Vous voulez ajouter quelque chose ? Merci beaucoup. Alors, il y a 12 sénateurs qui se sont inscrits, sénatrices et sénateurs. Voilà, donc je vais donner tout de suite la parole à Jocelyne Guidez. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous parler des TND. Voilà. Si aujourd'hui on diagnostique de plus en plus tôt les jeunes enfants, et ça c'est plutôt une bonne chose, les adultes pas du tout. On a des jeunes adolescents et des jeunes adultes aussi qui sont dans la nature et que malheureusement on le découvre très tard, justement par rapport à leur pathologie, frustration, les colères. Parfois ils passent à des actes très violents. Donc je voulais savoir si ça fait partie justement de vos études et comment pensez-vous avancer là-dessus, puisque aujourd'hui il n'y a pas de suivi pour ces gens-là. Merci. Très bien pour la rapidité de la question, c'est parfait. Qualifié. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup d'éléments. Vous parlez d'IPA, mais vous avez fermé les instituts de formation des infirmières en psychiatrie. Comment vous comptez rétablir ce manque crucial d'orientation directe vers cela? Ça, c'est ma première question. La deuxième est relative au parcours du patient. Et là, j'ai trois remarques, si je peux dire. Il y a eu des expériences très positives sur le suivi à domicile de certaines urgences psychiatriques. Expériences réussies parce qu'elles ont permis d'éviter des hospitalisations importantes dans ce domaine. Et que pensez-vous de la sectorisation en psychiatrie qui est plutôt aujourd'hui totalement inadaptée aussi bien à la gestion d'un hôpital psychiatrique, gestion administrative mais aussi financière avec le nombre de lits, les patients qui sont du même secteur mais avec des pathologies différentes. Et la dernière question ou remarque, c'est la prise en charge des psychiatries chroniques
et vieillissants qui sont là, qui dans un secteur dit dynamique et qui embolisent des lits pour rien. Est-ce que, à l'instar des patients organiques, si je peux dire, est-ce que vous avez prévu de modifier un peu ce type d'hospitalisation? Merci. Merci bien. La parole à Véronique Guillotin. Merci Monsieur le Président. Ma question posera sur la santé mentale en périnatalité. Donc un rapport sénatorial a été commis sur la périnatalité. Un des axes importants, c'est la santé mentale qui a été révélée comme étant un véritable problème de santé publique, avec la première cause de suicide de la maman dans l'année qui suit l'accouchement, la première cause de décès, pardon, de la maman étant le suicide, première année qui suit l'accouchement. Moi, j'ai deux questions. Aux États-Unis, il y a une stratégie nationale qui prend en compte un repérage précoce des vulnérabilités, politique des 1000 jours labellisés, renforcement de la PMI, retour du Prado et un questionnaire EPDS pour tous les professionnels de santé. Est-ce que cette stratégie doit s'intégrer, à mon avis, mais est-ce qu'elle s'intègre dans cette feuille de route? Et enfin, on a un entretien postnatal précoce entre la 4e et la 8e semaine qui est normalement obligatoire. On voit qu'il est réalisé à 15%. Il y a par les femmes et 100% pour le prénatal précoce. La seule différence qui pourrait expliquer ça, c'est le remboursement. Remboursement à 100% pour le prénatal précoce et remboursement à 70% pour le postnatal. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire aujourd'hui de mettre ce remboursement postnatal à 100%? Merci. Voilà, bien pour les questions concises. Anne Ferris. Je vais essayer d'être courte aussi, alors, pour rentrer dans le jeu. Merci. Monsieur, écoutez, je suis très. Je trouve que votre exposé est très intéressant. Vous parlez de continuité. Je me pose quand même la question de savoir quelle évolution on a depuis, puisque vous parlez de 10 ministres depuis que vous êtes là, parce que moi, j'ai vu, et j'étais adjointe à la santé à Paris, et ce que j'ai pu voir pendant les années Covid et juste après, c'est quand même une dégradation de la situation complète, pas une évolution, même si il y a eu du temps qui s'est passé. On a eu 40% de plus de tentatives de suicide des jeunes à ce moment-là, et jusqu'à ce que j'en parte, c'était encore le cas. Il n'y a pas eu de diminution après. Post-Covid. Donc, comment on répond vraiment à la fois en urgence? Alors, il y a mon soutien psy, certes, mais on voit quand même une limite du facteur. C'est-à-dire que c'est pas seulement les 5, c'est pas parce que les gens s'arrêtent au bout de 5 qu'il n'y a pas besoin d'un suivi plus important. Et c'est pas forcément où on est bipolaire, où on a besoin d'un soutien plus léger. Parfois, il y a des choses, vous le savez aussi bien que moi, aussi, qui sont entre les deux et qui sont absolument nécessaires. Et là-dessus, je me pose juste la question de savoir, est-ce que vous avez une analyse sur les causes, vous parliez de déterminants de santé, de cette augmentation, pas seulement en général, mais de cette augmentation de problèmes de la santé. Et deuxième question, et je m'arrête, Monsieur le Président, sur les addictions, vous l'avez évoqué, la Cour des comptes évoque aussi. Est-ce que là-dessus, il y a un point spécifique dans votre plan sur cette question? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christine Bonfanti-Dossat. Oui, merci Monsieur le Président. Parlons santé mentale, plus qu'un slogan, c'est une ambition pour notre société qui a fait, comme vous l'avez dit, monsieur, de la santé mentale une grande cause nationale pour 2025. Et c'est une bonne chose car la lecture de certaines études sont quand même assez inquiétantes. Et je veux parler de la conclusion d'une étude menée par Nightline Europe, qui est un réseau de près de 30 services d'écoute d'étudiants et qui indique que davantage de jeunes en France évoquent le suicide plus qu'ailleurs sur le continent européen. Alors certes, il y a eu une aggravation forte après la Covid-19. Ma question est de savoir si la santé mentale des étudiants peut-elle à terme tuer plus que le virus? Bonne question. Alors, ensuite, la parole à Jean-Luc Fichet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. C'est simplement une première question concernant la pénurie actuelle des antipsychotiques. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui quand même beaucoup de soucis. Ça marche pas? Ah, j'ai pas pris le bon micro. Sur effectivement la pénurie des antipsychotiques, hein, la quétiapine, qui est un traitement prescrit à 250 000 patients en 2024 atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie.
Donc cette pénurie provoque beaucoup d'inquiétudes chez les malades et on voit bien que elle est très très importante. Hein. C'est-à-dire que l'offre aujourd'hui de médicaments en France est en grave pénurie. Mais ma question, qui pour moi la plus importante, c'est la question de la souffrance dans la maladie mentale. C'est-à-dire que je crois que cette souffrance-là est très peu connue, reconnue, soutenue, parce que elle n'est pas, j'allais dire, presque palpable. C'est-à-dire que le jour où on se casse une jambe, on sait qu'on a une jambe cassée et on sait comment on va faire pour la réparer. La maladie mentale, vous l'avez dit tout à l'heure, elle démarre au travail, dans la famille, etc. Et l'environnement ne la comprend pas toujours, même souvent. Et l'incompréhension de l'environnement est souvent un facteur aggravant de la souffrance. Ce qui veut dire qu'il faut sans doute imaginer d'autres manières d'accompagner la maladie mentale, la souffrance mentale, entre autres en créant des établissements, des institutions parfaitement adaptés à l'accompagnement des personnes en souffrance. Et là, je crois qu'on en est loin. Alors, bien évidemment, la psychiatrie, c'est très important. Alors, je voudrais aussi évoquer, bien évidemment, les déserts médicaux, la grande souffrance des territoires, pour le coup, à assurer, quels que soient les projets de santé qu'on signe. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, 42% d'augmentation du budget, c'est parfait. Mais si on ne peut pas les mobiliser parce qu'on n'a pas les professionnels, ça ne sert à rien. Merci. Et pour terminer cette série, Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour vos propos introductifs. Je voulais resituer, enfin, en tout cas, centrer ma question sur l'accès aux soins pour les enfants et adolescents confiés au titre de la protection de l'enfance. Parce qu'entre la volonté politique d'assurer un parcours de soins coordonné aux enfants protégés et puis, j'allais dire, la vraie vie, quel est votre regard, puisqu'on voit aujourd'hui que des conseils départementaux, en tout cas les équipes de l'aide sociale à l'enfance sont parfois en difficulté, compris les équipes qui gèrent des structures ou les assistants familiaux, bien sûr. Où en sont les expérimentations santé protégée et Pégase qui se sont déroulées dans quelques départements entre, je crois, 2019 et 2024. Alors, il devait y avoir peut-être des orientations, des choix en 2025. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Moi, j'ai bien entendu aussi le rôle important et toujours central, quel que soit, et au-delà de la protection de l'enfance, bien sûr, que joue le médecin généraliste ou le pédiatre pour un certain nombre de enfants ou les médecins psy. Et bon, voilà. En dehors de l'accès aux soins, c'est pour ça que je parle de la vraie vie, comment on va accompagner ces jeunes confiés au titre de la protection de l'enfance. Certains départements imaginaient qu'on puisse revenir sur la sectorisation. Je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et vous allez pouvoir nous le confirmer comme ça. Et puis, je fais un peu le lien avec la question de mon ami Khalifé, sur les infirmières en pratique avancée, l'excellente question du docteur Khalifé, sur les infirmières en pratique avancée, mention psychiatrie, santé mentale, combien sont-elles aujourd'hui? Parce que vous dites, bon voilà, c'est pas une colle, si vous nous donnerez la réponse si vous l'avez pas immédiatement. Et surtout, vous parliez d'un problème, je peux comprendre, de nombre de potentiel de gens qui pourraient s'engager dans cette formation-là. Il y a aussi un problème de coût de formation, de temps de formation, ce qui est normal, de coût de formation et d'intégration dans les équipes. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse répondre à déjà une grande série. Alors, c'est forcément une réponse synthétique, hein, mais voilà. S'agissant des troubles du neurodéveloppement adulte, on a plusieurs angles pour aborder ce sujet-là. Il n'est pas du tout négligé dans la feuille de route. On a d'ailleurs une coopération qui s'est plutôt renforcée avec la délégation interministérielle aux troubles du neurodéveloppement. Le repérage, le diagnostic et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement adulte fait partie de la nouvelle feuille de route des troubles du neurodéveloppement qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Cette coopération, en tout cas pour la partie qu'on gère dans les établissements, elle équipe les unités de soins conventionnels de psychiatrie de moyens de repérage et de diagnostic, en particulier dans le cas particulier des hospitalisations inadéquates. Ces patients, pas tous, mais en tout cas font l'objet souvent d'hospitalisations prolongées, de prescriptions de psychotropes inappropriées, etc. Et donc il y a une démarche assez volontariste pour améliorer le repérage de ces situations. Il y a aussi un autre enjeu important, et c'est aussi une manière de structurer le parcours de ces personnes,
puisque c'est souvent des pathologies qui sont repérées dans l'enfance ou à l'adolescence, l'enjeu du passage à l'âge adulte. Donc c'est pas du tout absent de nos travaux, puisque encore une fois on est en lien étroit avec la délégation interministérielle aux troubles du neurodéveloppement, rapprochement qui va se concrétiser aussi dans cette deuxième génération de projets territoriaux de santé mentale, parce qu'au départ on ne comprend pas bien pourquoi les politiques publiques dans le champ du trouble du neurodéveloppement ont été sorties de la feuille de route santé mentale et psychiatrie. On connaît les raisons. À un moment... Ah, je vous prie de m'excuser. Mais à un moment, il va falloir que tout ça se rejoigne, et en particulier au niveau très local. Il y a beaucoup de structures qui voient des troubles du neurodéveloppement et qui diagnostiquent des comorbidités psychiatriques. Donc à un moment, il va falloir que ces gens-là se parlent, et ils se parlent en réalité. Et il faut juste formaliser un petit peu les partenariats entre ces parcours-là. Et côté psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on repère des TND dans les compensations psychiatriques. Donc tout ça est pris en compte évidemment. La deuxième question concernait donc les IPA, et j'ai cru comprendre qu'il y avait finalement au sujet du développement des IPA la nostalgie des infirmiers des infirmiers spécialisés en psychiatrie, c'est bien cela? Oui, et donc a priori, il n'est pas prévu de revenir sur cette évolution du métier d'infirmier, c'est-à-dire une formation généraliste et après des spécialisations. En revanche, on prévoit pour les infirmiers et infirmières qui s'orientent vers la psychiatrie des modules d'intégration beaucoup plus formalisés, beaucoup plus musclés, puisqu'il faut effectivement la formation qu'ils reçoivent en formation initiale pendant les 4 ou 5 années n'est pas suffisante. Et puis ensuite, il y a la possibilité d'évoluer, de se spécialiser avec la mention santé mentale. Mais a priori, il n'est pas prévu de revenir à une formation spécifique. La formation généraliste des infirmiers, elle est aussi importante dans le champ de la psychiatrie pour la prise en compte des comorbidités somatiques des malades mentaux. Donc c'est très important d'avoir des infirmières qui ont un bagage généraliste et puis après qui ont une surspécialisation dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. La question suivante portait sur les parcours, le suivi à domicile. Alors il y a une priorité affichée dans la feuille de route et dans le déploiement des projets territoriaux de santé mentale et dans le fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie qui finance les innovations. Il y a une priorité assumée pour les dispositifs d'alternative à l'hospitalisation, d'alternative au passage aux urgences. Les équipes mobiles de crise, les centres de crise, les consultations d'urgence au CMP qui sont fortement encouragées. Donc on est tout à fait aligné avec votre préconisation. Je ne crois pas avoir le temps de présenter un tableau complet de la question de la sectorisation. Le secteur est le pivot de l'organisation territoriale des soins spécialisés psychiatriques. Il n'est pas question de remettre ça en question. Le constat, c'est que l'offre proposée par le secteur est extrêmement hétérogène sans qu'on comprenne pourquoi. Il y a des familles qui déménagent pour dépendre d'un secteur qui leur convient mieux à la prise en charge du trouble. Donc, il faut quand même qu'on revoie un petit peu les standards de prise en charge adossés aux recommandations de bonne pratique et aux données probantes qui, dans les projets d'établissement et dans les projets de service, ne figurent pas. Et le système de secteur, qui est un système tout à fait vertueux, qui garantit une correspondance entre un territoire et une offre, a simplement dérivé, insuffisamment piloté, avec des organisations et des offres de soins et des techniques de soins qui sont à la main des chefs d'établissement et des chefs de service, sans référence aux données probantes, lesquelles données probantes n'ont jamais été opposables. La réforme des autorisations, la réforme du mode de financement instaure des outils de pilotage qui n'existaient pas avant et qui doit permettre progressivement de faire converger une offre vers
les standards de prise en charge, les données les plus probantes dont on dispose pour la prise en charge des pathologies psychiques. Et c'est évidemment inscrit dans cette deuxième génération des projets territoriaux de santé mentale. S'agissant des hospitalisations inadéquates, oui, s'agissant de la production de données probantes, je vous renvoie au programme ambitieux de la HAS qui vient d'être publié et qui a prévu un travail assez soutenu dans la production de recommandations de bonnes pratiques pour nos disciplines. S'agissant des hospitalisations inadéquates, il y a des expérimentations tout à fait intéressantes qui ont vocation à être généralisées concernant la prise en charge par des structures médico-sociales de patients hospitalisés depuis plus de 150 jours et qui ont montré que, en fait, si on confie la question du projet et du parcours aux équipes qui ont la compétence pour ça, c'est-à-dire des équipes médico-sociales, sociales, des bailleurs, en lien avec des bailleurs sociaux, etc., on trouve des solutions pour des patients que le secteur sanitaire n'avait pas trouvé. Donc c'est très pilote aujourd'hui, mais en tout cas on sait que ces dispositifs qui mobilisent fortement les structures sociales et médico-sociales fonctionnent pour trouver des solutions à des patients qui n'en avaient pas. Et quand je parlais en introduction de ces approches intersectorielles de la construction de parcours, c'est typiquement à ce genre de situation que je faisais référence. Là, vous m'avez posé une question concernant la périnate. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il y a un effort important qui a été concédé au travers de l'appel à projet de remise à niveau de l'offre en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui a permis une augmentation très significative de l'offre en périnatalité. 15% de mères qui bénéficient de l'entretien postnatal, je pense que c'est un début. Et j'avoue que je n'avais pas dans le viseur cette question de solvabilisation. Donc j'en prends bonne note. Et j'ai été aussi étonné du chiffre de 100% en prénatal, pour tout vous dire. Oui. Ah, d'accord. En tout cas, on a des marges de progrès dans la mobilisation de l'ensemble des acteurs du parcours périnate, prénatal et postnatal, sages-femmes, pédiatres, pédopsychiatres évidemment, pour que un pourcentage plus important de mères soit touché, avec évidemment dans cette démarche de conquête de ces marges, une orientation plus particulièrement vers les mères vulnérables, en tout cas les mères qui ont des indicateurs de vulnérabilité. Mais je pense que c'est un des domaines qui s'est le plus significativement développé ces dernières années au travers donc du soutien financier apporté par les appels à projets, puisqu'on a aussi eu des projets de périnate qui ont été financés par le Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Donc cette priorité-là, elle a été fortement portée par les 1000 premiers jours, et c'est pas du tout une démarche qui va s'interrompre. Elle est reprise par le Haut Commissariat à l'enfance. Donc cette démarche d'amélioration du repérage et de la prise en charge dans les 1000 premiers jours va se confirmer. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Madame El Haïry. Vous m'avez posé une question concernant la dégradation de la santé mentale des jeunes au moment de la crise Covid et l'interprétation qu'on en avait, je crois. C'est bien ça ? Oui. Alors, les interprétations ne sont pas univoques, mais ce que l'on sait, ce que l'on soupçonne fortement, c'est que les périodes de confinement, c'est évidemment multifactoriel. Bon, voilà, on a un contexte économique des familles qui s'est plutôt dégradé. On a la guerre à nos portes, on a les préoccupations écologiques. En tout cas, c'est ce qui est repéré sur les réseaux sociaux, consommé par les jeunes. En tout cas, c'est les thématiques qui circulent le plus chez les jeunes. Ça, on le sait. Les périodes de confinement ont été des périodes de forte consommation de réseaux sociaux et avec leur contenu en boucle angoissant. C'est probablement un facteur qui a joué également. Et un facteur qui me paraît plus important, qui est
corrélé à la consommation des écrans et des réseaux sociaux, c'est l'impact sur les troubles du sommeil. On sait que le dérèglement des rythmes circadiens des enfants est très pourvoyeur d'anxiété, de dépression et de troubles des conduites. On a des raisons de penser que les indices de violence intrafamiliale ont également augmenté pendant cette période, d'addiction chez les parents, qui sont également pourvoyeurs de violences intrafamiliales, qui ont pu jouer, la perte des ruptures scolaires, des ruptures de rythme scolaire, de loisirs et de sociabilité en général sont également un élément que l'on peut convoquer dans la compréhension de ce qui s'est passé. Et puis, il y a quelques études qui suggèrent la possibilité qu'il y a un effet propre du virus. Le virus est un virus neurotrope, on le sait. Et on a des cas rapportés tout à fait authentifiés de décompensation neuropsychiatrique à l'occasion d'une infection Covid. Et bon, tout ça n'est évidemment pas confirmé, ce sont des hypothèses, mais pour vous dire qu'on a une compréhension à la fois partielle et à la fois très multifactorielle de ce phénomène. En tout cas, ce n'est pas tellement ça qui nous guide dans les réponses. Vous avez également mentionné l'enjeu des addictions. La feuille de route santé mentale et psychiatrie, en tout cas au niveau local, dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale, et ça figurera dans la prochaine génération, a identifié cet enjeu d'articulation avec les offreurs, les préventeurs et les offreurs de soins dans le champ des addictions. C'est évidemment un déterminant très important de la santé mentale, à la fois des malades mentaux qui ont des niveaux de comorbidité addictive très élevés, aux alentours de 50%, mais aussi pour la population générale. Santé mentale des étudiants et prévention du suicide. Je crois me souvenir que la question portait sur comment on répond à cette augmentation de conduite suicidaire en général et plus particulièrement chez les jeunes. Donc vous savez qu'en France, nous avons une stratégie multimodale de prévention du suicide qui est tout à fait complète, avec le 3114 qui est maintenant disponible 7 jours sur 7, 365 jours par an et 24 heures sur 24, et qui a ouvert, et dont l'offre est maintenant ouverte aux mineurs, ce qui sur le plan technique et légal n'était pas tout à fait trivial, puisqu'il fallait l'autorisation des parents. Enfin bon, en fait, ce problème-là a pu être dépassé, donc le 3114 est maintenant accessible aux mineurs. De même, les plateformes vigilance, dont je vous rappelle que c'est un dispositif de prévention de la récidive suicidaire chez les personnes ayant fait une tentative de suicide. Dispositif vigilance qui a montré une réduction de 38% de la réitération suicidaire à 1 an. Donc un effet tout à fait significatif de prévention de la réitération suicidaire. Beaucoup de plateformes vigilance sont maintenant ouvertes aux mineurs. Donc les lignes d'écoute jouent évidemment un rôle très important. Les autres lignes d'écoute et Nightline en est une. Voilà, sur les chiffres du 3114, c'est entre 300 et 400 appels par jour. Vigilance, c'est 41 000 inclusions de suicidants en 2024. Donc vous voyez que c'est un effet assez massif de ces stratégies de prévention du suicide. Le secourisme en santé mentale est également un dispositif entre guillemets citoyen qui a vocation à mobiliser tout le monde dans cette formation au secourisme en santé mentale, et les modules qui visent à former les jeunes, en particulier les ados, sont en train d'être mis au point. Et donc, comme on assiste à un déploiement massif du secourisme en santé mentale, je pense qu'on va pouvoir embarquer les jeunes également. S'agissant des antipsychotiques, je n'ai pas l'explication technique. Je ne sais pas d'où vient le problème de production et de disponibilité des antipsychotiques. Je crois que les perspectives sont à la correction. En tout cas, ce problème va être réglé. Dans l'intervalle, la NSM a produit une recommandation pour guider les prescripteurs dans des prescriptions alternatives. Mais je dois dire mon ignorance sur
Est-ce que le problème est un problème de production en Chine, en France, en Inde? J'avoue que je ne sais pas. On a connu des périodes de pénurie pour d'autres psychotropes et je crois qu'on subit en France et dans d'autres pays européens d'ailleurs, on subit la situation liée à des déterminants qui sont extérieurs. On n'a pas la main sur cette affaire-là. On est assez dépendant des lieux de production. L'accès aux soins pour les publics vulnérables et en particulier les publics de l'ASE. En fait, vous avez dit l'essentiel, donc c'est évidemment identifié comme une priorité. Au-delà des 2 articles 51, Pégase et santé protégée, nous avons vu au cours du Tour de France un certain nombre de dispositifs dédiés à l'appui aux structures ASE par des infirmiers psychiatriques, par des pédopsychiatres, sous forme d'équipes mobiles. Tout à fait probant, et donc ça a vocation à se généraliser. Et je peux vous annoncer que les 2 articles 51, Pégase et santé protégée, vont être généralisés en 2026. Et donc ils sont aboutis, ils sont terminés, ils ont montré qu'ils étaient probants et ils vont être généralisés à partir de 2026. Et c'est évidemment une priorité dans ces parcours enfants dont je parlais, l'axe prioritaire des parcours enfants dans la prochaine démarche de projet territorial de santé mentale. Voilà, le nombre d'IPA. Mesdames, est-ce que vous pouvez m'aider? Je sais que l'augmentation est exponentielle. Merci, monsieur le sénateur. Mais ce qui est intéressant dans la formation des IPA, c'est finalement la cinétique année après année, qui est peut-être pas exponentielle, mais qui est très encourageante. La cinétique aussi des UFR, des universités qui se sont mobilisées pour ouvrir des formations. Il y en avait une au départ, je crois qu'il y en a 6 maintenant. Donc voilà, ce mouvement est enclenché. Les retours d'expérience que l'on a des IPA, des services, des utilisateurs des IPA est tout à fait positif. Et donc on est très encouragé à poursuivre ce mouvement de formation des IPA. Vous avez signalé une limite dans le développement des IPA, à savoir que ces formations n'étaient pas accompagnées financièrement. C'était vrai au début. Et ce problème a été réglé, c'est-à-dire que les crédits de remplacement sont alloués aux établissements et un poste supplémentaire est alloué aux établissements lorsque l'IPA revient de formation. Parce qu'avant, l'IPA revenait de formation et était installé sur son poste d'origine, alors qu'elle avait vocation, ou il avait vocation à porter un projet qui n'était pas son projet d'infirmier de départ. Donc il y avait là une incohérence dans l'organisation même de cette formation en IPA. Donc aujourd'hui, les établissements bénéficient d'un emploi supplémentaire lorsque l'IPA revient de formation. Donc je crois que c'est mieux accompagné que ça ne l'était au début. En tout cas, on a moins de doléances des établissements qui eux, de manière proactive, encouragent. Voilà, pardon, j'ai été un peu long. Merci beaucoup. Parce qu'il reste encore 9 sénateurs qui souhaitent intervenir. Donc si vous pouviez faire des interventions précises. Voilà, je donne la parole à Annick Pétrus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué ministériel, mes chers collègues. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé mentale dans les Outre-mer est un sujet à la fois urgent et structurel. Urgent car la crise du Covid a agi comme un révélateur, accélérant la détresse psychique de nombreuses personnes, en particulier les plus jeunes. Structurel car cette crise s'est inscrite dans un système déjà profondément inégalitaire. La réalité dans nos territoires, c'est une offre de soins sous-dimensionnée, des professionnels trop peu nombreux et des conditions d'accès aux soins psychiatriques souvent dégradées. Dans un éditorial paru en 2022 dans l'information psychiatrique, le docteur Stéphane Amadeo rappelle que le nombre de psychiatres pour 100 000 habitants varie entre 7 et 14 dans les Outre-mer, contre 22,5 en France hexagonale et jusqu'à 170 à Paris. Ce seul écart résume la profondeur de l'inégalité. La dispersion géographique, le manque de structures d'hospitalisation, l'éloignement, le coût de l'évaluation sanitaire et l'insuffisance du maillage associatif rendent la réponse encore plus complexe. Plusieurs territoires ont engagé des dynamiques positives, comme la Martinique avec ses équipes mobiles ou la Polynésie avec sa stratégie communautaire. Mais ces initiatives sont souvent fragiles, faute d'un soutien pérenne de l'État.
J'en viens à mon territoire. Service déstructuré, de manière volontaire des fois. Il serait bien d'ailleurs que l'État s'y intéresse. À l'hôpital Louis-Constant Fleming, très grande difficulté de prise en charge alors que mon territoire connaît une grande misère sociale qui touche des gens de toute classe d'âge. Les aisés vont par leurs propres moyens se faire suivre ailleurs et les autres s'enfoncent dans leur maladie. La pédopsychiatrie est quasi inexistante. L'accompagnement psychologique des jeunes est l'un des angles morts de notre politique de santé. Monsieur le ministre, prévoyez-vous une réponse nationale différenciée, ce qui suppose des moyens dédiés, une stratégie de formation locale, l'appui aux associations, le renforcement de la télémédecine et un véritable partage politique interministériel. Car la santé mentale n'est pas qu'une affaire de soins, c'est aussi une affaire de cohésion sociale, de justice territoriale et de dignité humaine. Je vous remercie. Merci. Annie Louérou. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je voulais revenir sur le lien avec les collectivités territoriales et les élus locaux qui sont maires très souvent confrontés à des situations de détresse psychologique et de vulnérabilité liées à des problèmes, des pathologies psychiatriques. Donc, vous terminez un 3e tour de France. Vous avez probablement vu des bonnes pratiques. Vous avez cité les contrats locaux de santé mentale, les parcours de soins ou d'accompagnement spécifiques. Vous avez aussi parlé d'un nouvel élan. Alors, moi, je suis très inquiète parce que compte tenu de ce qui a été dit avant moi, les problèmes de démographie médicale, on manque de psychiatres, on manque d'infirmiers spécialisés. Donc, quelles sont vos préconisations pour que cet accès aux soins soit amélioré sur nos territoires, donc à court terme, parce qu'on a un nouvel élan, une cause nationale, on suppose donc une accélération, une amplification. Donc, où voyez-vous cette amplification et cette accélération? Merci. Merci. La parole à Laurence Muller-Braun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Alors, je voulais évoquer le rapport de l'OMS du 16 juin 2022 qui précise donc l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale qui ne peut pas être sous-estimé et vous l'avez évoqué. Alors, les confinements stricts et les couvre-feux se sont succédés durant 2 ans en France, un pays qui a pris les mesures les plus sévères et sur une très longue durée. Moi, je suis sénatrice du Bas-Rhin, donc la Suisse ou l'Allemagne ont eu des confinements beaucoup plus courts et des passes sanitaires beaucoup plus tolérants. Les pathologies déclenchées ou accentuées par ces politiques nécessitent donc aujourd'hui une prise en charge sur le long terme, particulièrement pour les plus jeunes. Et en mars 2023, le Haut Conseil de la famille et de l'enfance a publié des chiffres inquiétants sur la surconsommation de médicaments psychotropes durant la crise Covid chez l'enfant, et je précise hors AMM. Les prescriptions ont explosé durant l'année 2021, plus 224% pour les hypnotiques, des somnifères apparentés au benzodiazépine, voilà, plus 23% pour les antidépresseurs. Alors, 2 ans plus tard, où en est-on sur le nombre de ces prescriptions? Quel est le risque de dépendance pour les enfants et adolescents sous traitement? Vous avez évoqué, deuxième question, merci, vous avez évoqué donc une forte consommation au niveau des réseaux sociaux qui pouvaient troubler notamment les enfants et les adolescents. Alors, depuis 2 ans, nos concitoyens sont à nouveau exposés à une communication anxiogène sur le thème de la guerre. Et pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, il suffit d'écouter la télévision, les grands médias et le président de la République. En fait, depuis quelques semaines, cette communication repose largement sur la peur et sur les efforts de guerre, etc. Est-ce que ces messages répétés ne vont-ils pas aggraver la santé mentale déjà fragilisée par les années Covid? Qu'en pensez-vous notamment sur les jeunes? Et puis, existe-t-il de chiffres sur les comportements suicidaires, y compris parmi les professionnels de santé? Merci. Merci beaucoup. La parole à Laurence Rossignol. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le délégué interministériel, pour tous les éléments que vous nous avez donnés et qui sont tout à fait intéressants, qui nous laissent comprendre qu'il y a des dispositifs, des réseaux, des feuilles de route, tout un tas de choses comme ça. Mais vous savez,
nous, on aime bien ça, mais on aime aussi les résultats. Et je me demandais, en vous écoutant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir extraire de cette matinée pour les parents qui viennent nous voir, pour les familles des adolescents ou des enfants atteints de troubles divers. Et en particulier pour les parents qui viennent nous dire, voilà, ma fille a fait une tentative de suicide il y a 48 heures, on l'a emmenée aux urgences et ils nous l'ont rendue le soir même ou le lendemain matin, parce que en nous expliquant qu'il y avait d'autres enfants qui avaient fait d'autres tentatives de suicide et dont les cas étaient beaucoup plus graves que celui de ma fille. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Qui m'aide? Personne. Personne. Donc la question de la santé mentale, c'est celle des personnes identifiées comme atteintes de troubles dépressifs ou de troubles mentaux, troubles psychiatriques, et c'est la question de tout leur environnement et du soutien à l'environnement et en particulier aux familles. Donc ma première question est simple, à combien évaluez-vous le nombre de lits nécessaires aujourd'hui en France, métropolitaine et départements ultramarins, pour répondre à la demande en pédopsychiatrie? Combien il faut de lits? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je vais faire elle est plus facile. Est-ce que vous seriez d'accord pour soutenir l'idée que la France devrait défendre au plan européen, et en particulier devant la Cour de justice des communautés européennes, le principe selon lequel l'accès aux réseaux sociaux, l'accès aux plateformes, en particulier aux plateformes diffusant des contenus pornographiques, n'est pas une question de liberté de création et d'entreprise, comme le pense l'Europe, mais une question de santé publique. Et que, en matière d'accès aux smartphones, il est indispensable de prendre des mesures, non pas de régulation, d'incitation, de formation des parents, de je ne sais quoi, les parents s'en sortant pas, mais des mesures de stricte interdiction d'accès aux mineurs et de limitation des contenus accessibles dans notre pays. Très bien. La parole à Anne-Sophie Romagny. Merci Président. Je vais reprendre effectivement ce qui a déjà été dit. Monsieur, vous êtes en poste depuis 2019. Vous dites avoir connu 10 ministres de la Santé. Vous affirmez que l'heure est à l'accélération. C'est effectivement plutôt une bonne nouvelle. Et je pense aussi à toutes ces familles de jeunes adultes ou d'adolescents non diagnostiqués TND, la plupart du temps, avec des troubles associés, TSA, TDAH, qui ont des troubles de dépendance aussi, et notamment en ruralité. Et en ruralité. En secteur rural, nous sommes confrontés de plus en plus à ce genre de problématiques. Et je n'ai pas l'impression, en tant que maire d'une commune rurale que j'ai été il y a peu de temps, je n'ai pas vu l'évolution sur mon territoire, en tout cas en zone rurale, de cette évolution de la santé mentale par vos services. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose de spécifique à proposer pour la ruralité. Et vous parlez du secourisme en santé mentale en parlant d'un déploiement massif. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant, et je voulais savoir s'il y avait un plan de communication auprès du grand public sur ce secourisme en santé. Je vous remercie. Merci. Cathy Porsoupoli. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, merci, Monsieur, pour la présentation que vous nous avez faite. Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe, parce que j'ai l'impression que plus on en parle et moins on avance. Je dis les choses comme je les ressens. Vous savez, moi j'habite le Pas-de-Calais. Je suis saisie depuis maintenant une année par l'hôpital de Lens, où il n'y a plus un pédopsie et où il y a 2500 enfants qui sont concernés, et les familles ne savent plus, comme on dit chez moi, où se jeter pour trouver un rendez-vous. Et une mère de famille m'interpellait la semaine dernière, puis elle me disait donc sa gamine allait très mal, et elle regardait un peu sur l'application la Caisse primaire d'assurance maladie pour trouver un psy, puisqu'on vous propose une série de médecins normalement quand vous êtes dans un territoire sous-dense, et qu'il apparaît normalement un annuaire avec des médecins qui sont proposés. Sauf que cet annuaire est toujours indisponible. Alors, moi, je comprends pourquoi il est indisponible. Il est indisponible parce que finalement, on n'a jamais rien à nous proposer.
Et donc, comme on ne peut pas nous proposer finalement de rendez-vous, eh bien, on met annuaire indisponible, comme ça on est tranquille tout de suite. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. Moi, j'ai été, franchement, je suis élue depuis un petit bout de temps maintenant. La collègue a parlé de la ruralité. On rencontre les mêmes problèmes en ruralité, en urbain, c'est évident. Moi, j'ai été saisie, franchement. On a fait une matinée avec Anna Milon, à son invitation d'ailleurs. Et moi, j'ai été saisie par les chiffres que l'on nous a donnés. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. On nous a donné des chiffres. Je sais qu'on a des problèmes et je connais un peu la situation et je le vis dans le Pas-de-Calais. Mais moi, quand on m'a dit qu'il y avait un jeune adulte sur 2 qui présente des troubles de dépression dans notre pays de 16 à 29 ans, qu'il y avait finalement 6000 morts par suicide et que c'était la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans, franchement, j'en ai été atterrée. Je savais que la situation était importante, grave, je le vis souvent, mais là, ça m'a vraiment frappée. Et donc, ça a été dit, et vous l'avez dit d'ailleurs, les difficultés socio-économiques, les écrans, un tas de choses font que. Mais moi, j'aimerais savoir finalement, concrètement, comment on peut faire. Parce que c'est le chien qui se mord la queue. Enfin, si on n'a pas plus de pédopsies, si on n'a pas plus de psys qui sont formés, ben, moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, très franchement. Donc, je voudrais savoir, d'après vous, monsieur, combien faudrait-il, finalement, dans ce pays, former de psychiatres, de psychologues, de pédopsies, pour que nous puissions... Comment ? Combien faudrait-il payer les psychologues hospitaliers ? Voilà, pour que nous puissions, finalement, eh bien, être au niveau et pouvoir mener le plan qui est annoncé. Est-ce que vous pensez que cette... voilà, j'aimerais savoir ça. Et puis, on nous a beaucoup parlé pendant la réunion que nous avions eue sur le trop peu d'innovation diagnostique thérapeutique. Et est-ce que c'est pris en compte dans donc, les préconisations que vous faites ? Je vous remercie. Merci bien. La parole est Marie-Pierre Richer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué. La semaine dernière, dans le cadre du groupe d'études handicap, nous avons auditionné des acteurs des GEM, les groupes d'entraide mutuelle, qui sont assez méconnus. Mais je pense que, oui, je pense que cette audition a conforté leur place indispensable aujourd'hui dans la santé mentale et au-delà dans la psychiatrie, puisqu'on a eu en face de nous des acteurs engagés qui venaient de nous parler aussi de leur expérience. Ils veulent aussi développer des GEM jeunes sur le territoire. Et aujourd'hui, ils estiment qu'ils ne sont pas assez présents ou représentés dans le PTSM, les projets territoriaux, et pas reconnus au sein des ARS. L'avez-vous constaté et comment peut-on les accompagner pour qu'ils prennent toute leur place ? Merci. Très bien. La parole à Marion Canales. Merci. Moi, j'aurais voulu avoir votre regard sur une question assez simple. La France doit-elle, peut-elle continuer d'organiser les soins sans consentement tels que c'est en l'état actuel, et notamment à l'égard des patients mineurs, puisqu'il y a des sujets des questions qui peuvent se poser autour de ces jeunes. Voilà, j'aimerais avoir votre avis et si c'est un dossier qui est étudié et qui fait l'objet d'un axe particulier. Merci bien. Alain Milon. Oui, merci, monsieur le professeur, merci d'abord pour l'ensemble des informations que vous nous avez données. Mais j'ai assisté hier à la présentation de la campagne tarifaire des ministres, Madame Vautrin et Monsieur Noder. Il y a quand même 400 millions supplémentaires qui sont mis sur la table pour la psychiatrie, dont 100 millions
pour la pédopsychiatrie. Et malgré ces sommes relativement importantes, on constate qu'il y a une sorte d'angoisse, excusez-moi le terme, une sorte d'angoisse permanente de la part de nos élus sur la situation de la santé mentale de nos concitoyens. Vous avez parlé de la sectorisation. Ça date quand même des années 70-80. Et vous constatez encore, et nous constatons nous aussi d'ailleurs, que certains secteurs sont plus performants que d'autres. Vous avez parlé des programmes de santé mentale. Ces programmes, vous l'avez dit aussi en introduction, il y a des programmes de santé mentale, des programmes territoriaux de santé mentale qui sont particulièrement bien faits et d'autres qui sont particulièrement bien moins faits. Et puis, il y a les contrats, les conseils locaux de santé mentale qui existent quand même depuis plusieurs années maintenant. Et je viens de relire un article sur ces conseils locaux. Seulement 20 millions de nos concitoyens sont couverts par ces conseils locaux de santé mentale, alors qu'on a 70 millions d'habitants. Alors la question, elle est toute simple, où sont les freins? Merci beaucoup. Et pour terminer, Raymond Poncet-Monge. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur pour votre présentation. Moi, je voulais vous demander quel travail de réflexion on mène sur un mal français qui est quand même la surprescription de médicaments, qui a connu un acmé, vous l'avez eu une acmé pendant le Covid, mais qui était là. Hein, ça a été simplement démultiplié, et cela des antidépresseurs jusqu'aux psychotropes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, c'est quelque chose qui est régulièrement pointé, notamment par rapport aux comparaisons européennes. C'est une chose qu'on le sait. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment vous appréhendez ce problème, d'autant que cette surconsommation de psychotropes générerait quelquefois des addictions induites par ça. Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on prescrit? Alors il y a quand même un lobby derrière, il faut appeler les choses comme elles sont, mais au-delà de ça, faute de soigner. Et quand vous dites que mon soutien psy a eu déjà 500 000 personnes qui en ont bénéficié, ça montre bien aussi, alors il y a le problème du parcours, de l'orientation, mais ça montre bien que la solvabilisation est réellement une chose à travailler. Et pourquoi en France, on ne conventionne pas, alors, pareil, comme toute profession, on ne conventionne pas les psychologues? Comment se fait-il quand même que y compris des docteurs en psychologie, ne puissent pas avoir accès à un remboursement, et ça permettrait de résoudre le problème peut-être aussi de la rupture du parcours mon soutien psy. Alors est-ce que cette surprescription s'explique justement par manque de professionnels, hein, cette pénurie, parce qu'il a fallu atteindre quand même une situation dramatique pour recommencer. Et c'est vrai que quand pendant des années, des décennies, on a fait de la psychiatrie un parent pauvre avec la gériatrie et la pédiatrie un petit peu, la remontée va être lente. Hein, il est plus facile d'aller à... Donc moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est fait quand même sur ce mal français qui est pointé depuis des décennies pour le résoudre et au moins ne pas être le pire élève de l'Europe. Merci beaucoup. Alors là, vous avez un panorama. Voilà. Je vous laisse. Bien, je suis content de commencer par les Outre-mer, qui est effectivement un sujet de préoccupation important, puisque, et vous l'avez dit, Madame la sénatrice, les Outre-mer concentrent en fait de nombreux facteurs de vulnérabilité que j'ai présentés en introduction. Pour avoir suivi la manière dont se déployaient les projets territoriaux de santé mentale en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et également Mayotte, eh bien, je dois dire que face à ces difficultés qui sont effectivement beaucoup plus importantes, on a vu dans ces territoires des modes d'organisation qui tentaient malgré tout d'apporter des réponses. Et d'un certain point de vue, on trouve en Outre-mer des organisations qui sont tout à fait exemplaires, d'organisations très
communautaire, offre inscrite dans la communauté. Je pense en particulier au déploiement des médiateurs en santé mentale en Guyane, qui est une source d'inspiration importante, parce que je trouve que quand je parlais en introduction de la mobilisation de nouveaux métiers, c'est en particulier à ça que je faisais référence, qui contribue justement à ces dispositifs de première ligne. La télémédecine s'est développée dans l'ensemble du territoire français, mais je pense que, et j'ai constaté qu'il y avait effectivement des solutions qui pouvaient être apportées par la télémédecine en Outre-mer. Ces réponses spécifiques, elles sont plutôt apportées par les organisations locales, et c'est pour ça que je crois beaucoup à la créativité et à la mobilisation des acteurs des projets territoriaux de santé mentale, et plus encore dans les territoires ultramarins. Cette coopération, puisqu'on a à faire face à une pénurie de moyens soignants, médicaux, paramédicaux, cette organisation et cette coopération entre les différents secteurs pour des parcours continus et secteur au sens pas que le secteur sanitaire, est effectivement crucial pour pouvoir mettre au point ces parcours. En tout cas, on s'efforce de soutenir évidemment ces territoires qui sont particulièrement vulnérables dans les mesures. En tout cas, le volet outre-mer est présent dans chacune des actions de cette feuille de route, et on veille à ce que les instruments financiers de soutien à l'innovation bénéficient également aux territoires ultramarins. La question suivante portait sur la mobilisation des collectivités territoriales. Alors, on est à un moment de l'histoire tout à fait intéressant où les élus, notamment des municipalités, je fais référence à l'appel de Nantes, ce qui est une évolution assez intéressante dans les organisations territoriales qu'on va trouver, puisque les élus locaux ont manifesté un intérêt et ont identifié le rôle qu'ils pouvaient jouer dans la construction de ces projets territoriaux de santé mentale. L'incarnation de la mobilisation des élus au-delà de l'appel de Nantes, c'est évidemment les conseils locaux de santé mentale. Et pour répondre à une question qui m'a été posée après, on soutient fortement, en lien avec le centre collaborateur OMS de Lille, le déploiement des conseils locaux de santé mentale. Pourquoi seulement 20 millions de nos concitoyens sont concernés par un conseil local de santé mentale? C'est parce que la dynamique d'installation de ces conseils locaux de santé mentale est à la main des élus, et donc on fait de la publicité, on encourage, on a démontré que les conseils locaux de santé mentale étaient des instances qui avaient contribué à fortement enrichir les projets territoriaux de santé mentale, et donc c'est voilà, et je crois que la cinétique de création des conseils locaux de santé mentale est plutôt bonne, mais on peut pas massifier la démarche, puisque c'est pour que ça marche, il faut que ce soit une initiative de l'élu local. S'agissant de la réponse aux pénuries, en particulier l'enjeu de l'attractivité, pour nous, la réponse à cette inadéquation entre les besoins et l'offre et à l'attractivité, c'est la gradation des soins. Tout ne doit pas converger vers la psychiatrie. C'est la qualité des soins. Je pense que les soignants qui quittent l'hôpital font état d'une perte de sens de leur métier, et que quand ils sont dans des organisations vertueuses qui rendent service, eh bien, ils restent beaucoup plus facilement. Et donc la réponse qu'on souhaite apporter à ce désamour manifesté par les soignants pour l'hôpital public, c'est une réponse en termes de qualité organisationnelle et de qualité des soins. Et puis évidemment, il y a des réponses également à apporter dans la coopération entre le secteur sanitaire et les autres secteurs. Vous m'avez posé ensuite une question concernant le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Alors, s'agissant de la consommation des psychotropes, je voudrais ici dire publiquement que l'interprétation qui est donnée par le rapport du Haut Conseil est très approximative, et les conclusions ne sont pas sérieuses.
Donc, de quoi s'agit-il? On a des pourcentages d'augmentation des psychotropes en France. Si on ne regarde pas attentivement de quoi on parle dans cette grande catégorie que sont les psychotropes, eh bien, on aura une compréhension du phénomène qui est erronée. Ce qui nous est proposé par le rapport du Haut Conseil, qui a d'ailleurs publié un avenant, enfin, ils ont publié tout récemment des conclusions qui viennent compléter le premier rapport et dans lesquelles ils confirment leur analyse, en grande partie. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord des benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est un cancer français. Et ça concerne les jeunes. Voilà. Et les déterminants de la prescription des benzodiazépines, on les connaît, on essaye de lutter contre, de codifier la prescription des benzodiazépines, des hypnotiques. Bon. Mais c'est un phénomène systémique et c'est réellement un cancer français ancien. Donc il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Je vais venir à l'augmentation et dans un contexte où la santé mentale se dégrade, ce cancer se propage. Et comment dirais-je, en population générale et également chez les jeunes. Et effectivement, on connaît et on a toutes les raisons de penser qu'il s'agit là de prescriptions inappropriées. S'agissant des antidépresseurs, pour dire qu'il s'agit là d'un phénomène qui rencontre des prescriptions inappropriées, il faut s'intéresser à l'épidémiologie des troubles anxieux et des troubles dépressifs, qui sont une indication connue, validée des antidépresseurs, y compris chez les adolescents. Existe-t-il une distorsion entre l'augmentation de la prévalence de ces troubles et l'augmentation de la prescription des antidépresseurs? La réponse est probablement non. Donc, en tout cas, sur ce deuxième phénomène que sont les antidépresseurs, je trouve que les conclusions sont un peu hâtives quand on considère les psychotropes dans une globalité. Les antipsychotiques et les régulateurs de l'humeur. C'est une prescription ultra spécialisée. Je ne vois pas un médecin généraliste prescrire du lithium ou du Dépakote à un adolescent ou un antipsychotique à un adolescent. C'est des prescriptions spécialisées. Et donc, la probabilité pour que il s'agisse là de prescriptions inappropriées me paraît tout à fait abusive. Et on sait que pendant la période Covid et depuis la période Covid, nous avons assisté, en particulier chez les jeunes, à des états de décompensation dépressive, anxieux, psychotique. Et là encore, je ne suis pas absolument sûr qu'il y ait une forte distorsion entre l'augmentation des prescriptions de ces psychotropes-là et l'augmentation de prévalence des troubles. Et je voulais rajouter une chose, mais je ne sais plus ce que c'était. Bon, le troisième... le dernier cas particulier, c'est dont le Haut Conseil fait des choux gras, c'est les prescriptions de méthylphénidate. Ah bah, vous verrez dans le rapport, c'est une espèce d'alarme qui est lancée sur les prescriptions de méthylphénidate qui explosent. Mais au moment où on déploie tellement d'efforts pour diagnostiquer les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité depuis des années, pour repérer ces gamins plus tôt, l'augmentation de prescription de méthylphénidate est probablement une bonne nouvelle. Ces gamins qui n'avaient pas accès à des prescriptions qui ont une taille d'effet parfaitement validée et qui corrigent des trajectoires développementales, et très probablement en lien avec tous les efforts qui sont faits pour améliorer le dépistage précoce de ces enfants et de ces adolescents. C'est vrai aussi pour les adultes d'ailleurs. Je n'augmente pas. Alors, l'épidémiologie nous dit que peut-être ces troubles augmentent, mais ce qui augmente, c'est l'accès aux soins. Il y a des pourcentages très importants de diagnostics qui sont non faits ou qui sont faits avec retard. Donc, l'augmentation de prescription de méthylphénidate, c'est probablement une bonne nouvelle. Vous m'avez ensuite interrogé sur
les conduites suicidaires des professionnels de santé. On sait depuis longtemps que les professionnels de santé sont une des populations avec les agriculteurs qui sont le plus à risque de conduite suicidaire. La santé mentale des soignants a fait l'objet de beaucoup d'attention, en particulier pendant et dans la suite de la crise Covid. Et les hôpitaux sont en train de déployer le secourisme en santé mentale pour améliorer le repérage, y compris chez les soignants. Et puis, il y a des dispositifs dédiés aux soignants, avec des campagnes d'information, en parler c'est déjà se soigner, etc., qui sont portées maintenant par les institutions pour prendre en compte cette vulnérabilité des soignants. Nombre de lits nécessaires en pédopsychiatrie. Donc il y a des régions qui n'étaient pas dotées en lits de pédopsychiatrie. Il y a des correctifs qui ont été apportés justement par l'appel à projet de remise à niveau de l'offre en pédopsychiatrie, et c'est le seul domaine dans lequel effectivement des lits ont été créés. Mais dans cette équation d'inadéquation entre l'offre et les besoins, je ne suis pas sûr, sauf dans certaines régions en pédopsychiatrie, que la réponse ce soit l'ouverture de nouveaux lits. Là où on veut donner au contraire une priorité aux prises en charge ambulatoires communautaires, mais je pense que le recours à l'hospitalisation, si on se compare à d'autres pays européens, reste encore aujourd'hui excessive. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite développer ces dispositifs d'alternative à l'hospitalisation qui sont appelés de leur vœu par les représentants des patients et par les représentants des familles. Et l'hospitalisation en psychiatrie et en pédopsychiatrie et me paraît finalement le dernier recours. Il y a beaucoup de choses à faire avant le passage aux urgences et le recours à une hospitalisation en psychiatrie. Donc notre stratégie, c'est au contraire de prévenir le recours à ces hospitalisations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doive pas avoir recours à des hospitalisations lorsque c'est nécessaire. Vous m'avez ensuite interrogé sur une politique d'interdiction de certains contenus. Moi, je ne sais pas comment on fait ça, en fait. En tout cas, la feuille de route écran prévoit une interdiction de consommation d'écran à partir en dessous d'un certain âge, et une sensibilisation des parents à la régulation de la consommation des écrans de leur enfant. Je ne sais pas si une politique nationale peut intervenir sur des systèmes sur lesquels il me semble qu'on n'a pas du tout la main. En tout cas, pour ce que j'ai vu, mais d'assez loin, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là. Mais prends le micro. Juste en complément, c'est la stratégie de l'enfant face aux écrans, de protection de l'enfant face aux écrans. Elle va plutôt avoir un niveau européen sur le sujet de la régulation et en particulier des algorithmes qui exposent les enfants de façon systématique. Et donc il y a des travaux qui sont en cours. Il y a un sommet européen en Pologne courant mai sur le sujet, et donc la Direction générale à la santé est très active sur le sujet et le Haut-Commissariat à l'enfance très attentive. Pardon mais en tout cas c'est effectivement, enfin j'ai pas comme vous le voyez, on n'a pas une réponse précise à ce point-là. Vous m'avez ensuite posé la question de l'accès en ruralité pour les enfants et pour les adolescents. C'est vous, madame, je crois. Et donc, là encore, on a dans le Tour de France, on a repéré des initiatives tout à fait intéressantes pour mieux couvrir les besoins des territoires ruraux. Il y a certaines maisons des adolescents qui se sont équipées d'équipes mobiles et qui permettent justement de couvrir ces besoins un peu éloignés des centres urbains. Et ça a vocation à se déployer, à se généraliser.
On est très articulé aussi dans la future feuille de route, dans la future instruction sur les projets territoriaux de santé mentale, avec la feuille de route du mal-être agricole, qui se déploie chez les adultes, évidemment, mais qui aura un effet par ruissellement sur la situation des enfants et des adolescents en ruralité, par le déploiement des sentinelles, par le déploiement du secourisme en santé mentale, et dans la construction de ces parcours enfants-ados dont on dit dans cette instruction qu'ils seront prioritaires dans la prochaine génération de projets territoriaux de santé mentale. On trouvera dans les territoires ruraux des organisations qui sont très différentes de ce qu'on trouvera dans les territoires urbains. Et la mobilité, l'aller vers, fait partie de ces réponses-là. En tout cas, dont on fera la promotion. Vous n'aviez pas entendu parler du secourisme en santé mentale? Eh bien, c'est un dispositif citoyen qui nous vient d'Australie. Dont les modules de formation ont été validés en langue française par une association qui s'appelle PSSM France. Toute la documentation est sur le site de PSSM France. Nous soutenons le déploiement du secourisme en santé mentale depuis plusieurs années. En pratique, ça consiste, comme l'on peut former nos concitoyens à la gestion des urgences vitales, massage cardiaque, mise en position latérale de sécurité, etc. Eh bien, on peut former nos concitoyens au repérage, à la prise, au moyen d'aider la personne à prendre la parole, à encourager la prise de parole sur des situations de souffrance psychique et à opérer à une médiation de la personne qui ne va pas bien vers les ressources qui aident. Donc c'est des personnes ressources dans des communautés, ça peut être des communautés professionnelles, ça peut être des quartiers, ça peut être aujourd'hui c'est déployé dans les fonctions publiques, mais beaucoup d'entreprises s'en saisissent pour avoir en leur sein des personnes ressources qui sont en capacité de faire ce repérage et cette médiation vers les ressources qui aident. Ça rencontre un grand succès. On est à près de 200 000 secouristes aujourd'hui. Et c'est, là aussi, c'est encore une fois de manière exponentielle. Il y a un module à destination des jeunes qui a vocation à se développer en coopération avec l'éducation nationale. Et donc, voilà, c'est vraiment des actions je dirais, de lutte contre la stigmatisation, d'encouragement à prendre la parole et d'aider les personnes qui ne vont pas bien à sortir de leur clandestinité. Et tout ça en 2025. La ruralité, le aller vers, le secours mental, enfin parce qu'on est sur un délai quand même qui est court. Vous annoncez des choses, mais à quel horizon en fait ? Le secourisme en santé mentale se déploie depuis 3 ans. Donc 200 000, c'est pas aujourd'hui. Donc on prévoit une poursuite de ce développement. La ruralité, ça va être traité dans la prochaine génération de projets territoriaux de santé mentale. Je vous ai indiqué que cette modification de l'offre, ces réorganisations, s'inscrivaient dans le temps long. Ces organisations qui permettent de mieux répondre aux besoins, ces reformulations de l'offre, ne peuvent pas s'opérer en appuyant sur un bouton. Les MDA ont été assez fortement renforcées et elles vont continuer à l'être. Alors, et pourtant il y avait des questions importantes sur la situation de ces familles à l'hôpital de Lens. S'agissant des suicides des jeunes, les chiffres que vous donnez sont exacts. J'ai déjà mentionné l'ouverture de la stratégie multimodale de prévention du suicide aux mineurs, 3114 vigilance, et au travers du déploiement des formations en compétences psychosociales en lien avec l'éducation nationale et du secourisme en santé mentale, on espère opérer à encore une meilleure prévention du suicide en général et en particulier chez les jeunes. On reste, malgré la crise Covid, le pic de la crise Covid dans certains sous-groupes, on reste en France dans une tendance baissière. On était à 12 000 morts par an il y a une quinzaine d'années, on est aujourd'hui à 9 000.
Et encore une fois, cette stratégie multimodale exerce ses effets progressivement. Vous avez cité les GEM, madame. Nous, on est membre du fan club. On les soutient beaucoup. On a contribué à la création de nouveaux GEM. On pense que c'est une communauté qui porte une parole extrêmement importante. Et d'ailleurs, on les associe beaucoup à nos groupes de travail. Et ils sont je dirais, une voix qui nous guide très, très importante. Ils sont en train d'ailleurs de faire un tour de France en ce moment, un peu pour recenser un petit peu le bilan de cette augmentation des GEM, leur spécialité, leur spécificité. Et d'ailleurs, j'aurai un déplacement en juin au GEM de Lannion. En tout cas, on suit de très près tout ce qu'ils font. Voilà. S'agissant des soins sans consentement, vous savez qu'on est engagé dans un accompagnement des établissements pour réduire les soins sans consentement, le recours à l'isolement et à la contention. C'est un sujet assez difficile quand on constate d'abord la très grande hétérogénéité de recours aux soins sans consentement, à l'isolement et à la contention. Il y a des territoires qui le font très peu, voire pas du tout, et des territoires qui ont massivement recours aux soins sans consentement, à l'isolement et à la contention. Donc on en fait d'abord et avant tout un enjeu de doctrine, de formation des équipes soignantes, et on essaye de les accompagner au mieux. Et les dispositifs d'alternative au recours à l'hospitalisation, centres de crise, équipes mobiles de crise, visent justement à éviter qu'une situation qui s'acutise se termine en hospitalisation. Donc ça fait partie de la démarche. Je ne reviens pas sur la question de l'organisation de secteur qui a progressivement dérivé et qui aujourd'hui propose un paysage totalement illisible de l'offre, illisible pour les patients, illisible pour les familles et illisible pour les soignants. Et puis enfin, la surprescription, j'en ai parlé. Je crois que j'ai... remboursements, psychologue, ouais. Ah oui, pourquoi on ne conventionne pas les psychologues? Tout simplement. Un, parce que c'est pas une profession de santé. Donc le conventionnement et deuxièmement parce que c'est une profession qui est extrêmement hétérogène. Vous pensez que c'est pas une limite? Non, parce qu'on peut conventionner, par exemple, les psychologues cliniques qui ont un master. Oui, bien sûr. Nous l'avons. C'est pas le débat. Non, mais c'est ce que nous. C'est la réponse. Oui, mais j'essaie de gérer au mieux l'emploi du temps. Je vais clôturer cette audition-là. Il y a beaucoup de questions. Il faudra en revenir. Hein. Bon. Il y a pas mal de sujets. On vous fera revenir pour continuer ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
Nous allons continuer notre audition